Et on va voir Karim aussi. Bien, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire ENEAM. Je vais lancer le diaporama. Partage l'écran. Vous devriez en principe avoir mon écran qui est partagé. Donc, quelques informations pratiques. Le webinaire est enregistré, donc si vous ne voulez pas apparaître, vous nous faites savoir. Et donc, les slides de la présentation vous seront envoyés après les réponses à un petit questionnaire que vous aurez en fin de présentation. Et n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Il y aura un temps dédié pour répondre, mais on n'est pas très nombreux. Vous pouvez aussi intervenir en cours de webinaire. Donc, ce webinaire a lieu dans le cadre du projet AENEAM, donc un projet européen qui vise à renforcer donc, les capacités des entreprises agroalimentaires en lien avec l'efficacité énergétique. Un petit mot sur le CRIT agroalimentaire sud. Donc, moi, je suis Yvan Deloche, je suis expert environnement au CRIT agroalimentaire sud, qui est un centre technique interface qui est basé à Avignon et qui intervient donc dans différents domaines de l'agroalimentaire. Accueil en même temps participants. Je suis seul sur le pilotage du webinaire, donc je suis désolé, il y a une petite coupure. Donc, on intervient sur différents domaines d'intervention, mais exclusivement à l'attention des entreprises agroalimentaires. Donc aujourd'hui, on va parler de l'ISO 50001 et du management de l'énergie, mais vraiment spécifiquement avec le prisme de l'ISO 50001. C'est une présentation qui devrait se terminer vers midi ou un petit peu avant. Voilà. Alors, quelques mots sur le plan de ce webinaire. Donc, je vais vous dire en préambule quelques mots sur le projet ENEAM, et puis après, on fera un petit contexte, un petit rappel du contexte réglementaire. Et après, on parlera vraiment de comment mettre en place sa stratégie de management de l'énergie et qu'est-ce que la certification ISO 50001. Donc, 2 mots sur le projet ENEAM. C'est un projet qui est duré de 36 mois, donc 3 ans, qui a démarré en janvier 2024 et qui va se terminer en fin d'année prochaine, fin 2026. Un budget d'un peu plus d'1,5 million d'euros. Au niveau du partenariat, donc, il y a 4 pays qui sont impliqués. Donc, il y a l'Espagne avec le coordinateur qui est un centre technique espagnol qui s'appelle AIN, et un partenaire régional qui est Nasubinsa. Et donc, ces 2 partenaires sont de la région de Pampelune, en Espagne. Pour la France, le territoire couvert est assez large, puisqu'on est sur les 3 régions, donc région PACA, Auvergne et Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, en partenaire, donc, il y a le CRIT agroalimentaire et le pôle de compétitivité Innovalliance. Côté Italie, les partenaires se situent dans la région de Brescia, au nord de l'Italie, et avec donc Confindustria, qui est le représentant de l'industrie italienne, et un bureau d'études qui s'appelle le CSMT, avec des compétences sur le volet énergie. Et en Pologne, on est dans la région de Kalisz, au centre de la Pologne, un petit peu à l'ouest de la Pologne. Et les 2 partenaires polonais donc, sont aussi dans un cluster d'entreprises régionales et un bureau d'études spécialisé, lui, dans le domaine de l'énergie. Où est-ce qu'on en est dans le programme? Donc, on a réalisé 20 audits énergétiques dans chaque pays. Là, on est dans le programme d'accélération, c'est-à-dire qu'on fait du transfert de connaissances vers les entreprises agroalimentaires à travers cette série de webinaires. Et puis, dans un 3e temps, on va faire la mise en œuvre des mesures qui auront été identifiées au cours de l'audit énergétique dans les entreprises agroalimentaires. Donc, en termes d'impact, j'ai dit c'est 20 audits par pays, donc ce sera 80 audits réalisés en tout. Et l'objectif, c'est d'avoir un taux de transformation donc, de 50% dans des mesures qui ont été identifiées dans le cadre des audits. 50%, c'est recommandations se traduisent en mesures concrètes. Quelques mots sur l'écosystème du projet. Donc, je vais déjà parler des partenaires, et après, il y a, au-delà de ces partenaires directs,
il y a les bénéficiaires qui sont par exemple les entreprises agroalimentaires, et puis leurs représentants avec les associations du secteur agroalimentaire. Puis alors, les gestionnaires de zones industrielles, il y a aussi tout le volet énergie avec des fournisseurs de solutions. En début de semaine, on a eu par exemple une société qui propose des capteurs très simples à mettre en place dans les entreprises pour faire un suivi de consommation d'énergie. Et puis, il y aura des entreprises de services énergétiques. Et puis, il y aura des agences d'énergie, l'ADEME qui est intervenue aussi, par exemple. Il peut y avoir aussi des départements financiers, donc tout ce qui est de côté investisseurs banques, pour financer les actions d'économie d'énergie. Et demain, d'ailleurs, en tant qu'acteur financier, on va avoir une présentation d'un acteur qui assure comment dire, la vente de certificats d'économie de l'énergie. Alors, ce n'est pas la vente, mais plutôt l'achat de certificats d'économie d'énergie aux entreprises agroalimentaires pour financer leurs projets d'amélioration de l'efficacité énergétique. Et puis, il y aura des organismes de certification. Aujourd'hui, on va parler de la norme ISO 50001. Voilà, tout un tas d'acteurs dans cet écosystème du projet. Pour commencer, donc, on va parler d'un système de management de l'énergie. Donc, qu'est-ce que c'est déjà un système de management de l'énergie? Donc, c'est un ensemble d'outils et de processus qui permettent de maîtriser, de piloter et d'améliorer en continu, cette notion de continu, c'est important, la performance énergétique. Il est basé sur la structure qu'on appelle PDCA, Plan, Do, Check, Act. On y reviendra largement, donc je ne vais pas m'étendre ici. Et il agit à la fois sur l'efficacité, l'usage et la consommation d'énergie. Mais il y a déjà quelques termes un petit peu barbares qui arrivent, avec notamment le suivi d'indicateurs, donc on parle d'IPE. L'IPE, c'est indicateur de performance énergétique. On va parler également de situation énergétique de référence, la SER. Et puis un autre terme, on en verra encore quelques autres qui font partie, vraiment ça c'est dans le vocabulaire de l'ISO 50001. On est là aujourd'hui pour rentrer dans ce vocabulaire, c'est pas le plus fun, on va dire, mais bon, ça fait partie des termes spécifiques. Et puis ensuite, donc, on verra ce que sont les US, les usages énergétiques significatifs. Je passe sur un des écrans. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on va mettre en œuvre un système de management de l'énergie? Qu'est-ce qui nous y pousse? Alors, il y a plusieurs choses. Donc, déjà, ça va être l'occasion de maîtriser ses coûts. Si on maîtrise effectivement sa consommation d'énergie, cette notion de maîtrise, elle s'inscrit vraiment dans la norme. C'est je comprends comment je consomme, et je vais déterminer quelle, finalement, va être ma consommation future à partir de mes actions de maîtrise. Donc, l'enjeu de la norme, c'est de réduire sa consommation d'énergie, donc derrière de réduire sa facture. Donc, pouvoir renforcer sa rentabilité et sa compétitivité en réduisant ses coûts, réduire sa performance, bien sûr. C'est aussi, on le sait tous, la consommation d'énergie, ça a un impact environnemental, en particulier, aujourd'hui, on va en période de canicule. On sait que les consommations de gaz sont particulièrement émissibles en émissions de gaz à effet de serre. Pardon, mon support recule tout seul. Donc, ça va contribuer à réduire notre contribution, par exemple, au changement climatique. Ça permet aussi de mobiliser les salariés autour d'un projet vertueux et valorisant, qui aussi s'inscrit dans le cadre d'un système de management d'énergie. Et enfin, ça peut être aussi l'occasion d'anticiper des exigences réglementaires parce que dans ces normes, il y a tout un état initial qui est notamment d'avoir une veille réglementaire. On va pouvoir réaliser une veille active qui va nous permettre d'anticiper ces exigences réglementaires. Et on va le voir, il y a aussi, dans certains cas, une obligation pour, à partir d'un certain niveau de consommation, d'aller vers l'ISO 50001. On y reviendra juste après. Mais il faut savoir qu'il y a aussi une prime pour la mise en place pour la certification ISO 50001 dans le cadre du pacte industrie. Donc, il y a une assiette qui est éligible jusqu'à 40 000 € par entreprise, donc c'est loin d'être négligeable. Et ce taux est calculé en fonction des dépenses énergétiques annuelles de l'entreprise, donc c'est 20% des dépenses annuelles. Donc, ça peut être tout à fait intéressant. Alors, il faut savoir, pour accéder à cette aide, il faut faire la demande avant de faire la certification. Et on va le voir juste après, mais notamment pour les entreprises
européen n'a rien. Pour les entreprises qui ont plus de 23,6 gigawattheures par an de consommation, donc on est quand même sur des tailles importantes, il y a une obligation réglementaire qui arrive, donc la date limite de dépôt, c'est fin d'année 2025, donc fin de cette année, et il faudra être certifié avant le 31 mai 2026 pour pouvoir avoir accès à cette aide. Ça concerne les plus gros consommateurs. Effectivement, un petit rappel, donc en début de semaine, on a fait une présentation sur quelles sont les obligations, quel est le contexte réglementaire autour de l'énergie. Et donc, il y a une directive européenne de 2023 qui a mis à jour donc, la directive sur l'efficacité énergétique datée de 2012. Et ainsi, donc, deux points essentiels avec deux seuils à retenir. Aujourd'hui, si votre consommation dépasse 2,75 gigawattheures, pourquoi 2,75? Ça correspond à 10 TJ. Le jour est encore l'unité énergétique internationale de référence. Et bien, vous allez devoir réaliser donc un audit réglementaire. Donc 24 mois après le franchissement, si vous augmentez ce seuil, ou avant le 11 octobre 2026, si vous êtes déjà au-delà de ce seuil. Donc ça, l'obligation, c'est un audit énergétique de niveau 2 avec un plan d'action qui est spécifique. Et cet audit, auparavant, cet audit était uniquement obligatoire pour les grandes entreprises, et donc il s'élargit, y compris maintenant, aux PME, à partir donc, de 2026. Et on est exempté de cet audit si on a en place un système de management de l'énergie qui couvre au moins 80% de notre consommation. Si vous avez un système ISO 50001, vous n'aurez plus cette obligation d'audit réglementaire à faire tous les 4 ans. Et en revanche, donc si on est au-delà des 23,6 gigawattheures, donc ça c'est aussi une nouveauté réglementaire, ça c'est ce sera donc avant le 11 octobre 2027, vous êtes obligé de mettre en place un système de management d'énergie. Ça c'est quelque chose qui est nouveau, et c'est pour ça que la prime pour la certification ISO 50001, elle va s'arrêter une fois que ce sera devenu une obligation réglementaire. Pour ceux qui ont plus de 23,6 gigas, autant le faire avant que ce soit devenu obligatoire, comme ça vous pourrez bénéficier de la prime. Et pour celles qui sont en dessous des 2,75, donc les autres PME, vous êtes toujours incité à réaliser un audit énergétique à travers des aides, des C2E, aides d'ADEME de la région, mais également, ça peut être sous d'autres formes. C'est par exemple dans le cadre de ce projet, on a réalisé un audit gratuit dans des entreprises agroalimentaires régionales. La norme ISO 50001, donc là on est sur la structure récente de la norme. Il y a une évolution en 2018. Alors, on est sous la structure qui s'appelle la High Level Structure pour l'ensemble des normes. Donc, c'est une structure qui est commune avec les autres normes, l'ISO 9000, l'ISO 9001, l'ISO 14001, ce qui permet effectivement d'avoir une intégration plus facile de cette norme dans notre système de management de la qualité ou de l'environnement. Et finalement, si vous avez déjà en place un système de management, ça va être relativement facile de mettre en œuvre cette norme, parce que ça va pas générer. Enfin, l'idée, c'est pas d'avoir deux systèmes de management qui s'ajoutent l'un à l'autre, c'est plutôt de les intégrer entre eux. Et c'est tout l'objet d'avoir cette harmonisation sur la norme. Donc finalement, c'est quelques documents complémentaires. Vous allez avoir votre politique qualité, votre politique environnement, vous avez une politique énergie, c'est trois politiques différentes. Et par contre, en termes de suivi, vous allez pouvoir reposer sur une base de données. Ce sera juste quelques documents complémentaires que vous allez avoir à mettre en œuvre pour les OCP. Le PDCA, je pense que vous avez tous entendu parler, mais donc c'est j'ai envie de dire le cycle, le principe de l'amélioration continue qui s'applique là encore une fois à l'ensemble des normes. Et si on doit le décliner pour la norme ISO 50001, pour le management de l'énergie, en quoi ça consiste? Donc on va d'abord planifier. Donc la planification, ça va être notamment définir sa politique énergétique. Ensuite, la planification énergétique derrière, ça va être identifier toutes les exigences légales que l'on va avoir, de faire sa revue énergétique. On reviendra un petit peu plus tard en quoi consiste une revue énergétique, mais en gros, c'est un audit, c'est un état des lieux initial de l'énergie dans son entreprise. On voit quelles sont nos consommations d'énergie, quelle est notre consommation de préférence,
quels sont nos indicateurs, etc. On fait vraiment cet état des lieux. Et ensuite, on va mettre en œuvre, donc se lancer dans le do, faire dans les activités opérationnelles et de support. Donc là, on va mettre en œuvre les actions d'économie d'énergie. On aura établi un plan d'action au niveau de la revue énergétique. On le met en œuvre. Il peut y avoir aussi la formation, la sensibilisation. Bien sûr, on va communiquer sur ce qu'on fait, on va documenter aussi tout ce que l'on fait. Donc, tout ça nous garantit une certaine maîtrise opérationnelle de ces actions. Et puis ensuite, une fois qu'on a mis en œuvre ces actions, après, on va aussi les surveiller, les suivre à intervalles réguliers que l'on aura définis. On va faire des audits internes. Et puis, on va vérifier, en fait, finalement, si ce qu'on a mis en œuvre, ça a bien atteint les objectifs qu'on s'était définis. Je ne l'ai pas dit dans le plan, mais dans le plan, il y a aussi, on définit des objectifs, des cibles énergétiques. Et ça, on vérifie si on les atteint bien. Et puis après, on va pouvoir faire notre revue de management. Donc, cette revue de management, ne pas confondre d'ailleurs avec la revue énergétique, c'est notre bilan annuel finalement sur ce suivi de nos consommations qui va être à travers tous nos documents d'enregistrement. Et là, on va se dire, OK, est-ce que finalement on a bien atteint nos objectifs ou pas? Et si on les a bien atteints, tant mieux. Et quels sont les nouveaux objectifs qu'on va pouvoir se fixer? Et si on ne les a pas atteints, pourquoi? Quelles sont les actions correctives qu'on va devoir prendre? Donc voilà, et après, ça repart sur un cycle. Donc, l'objectif de ce principe d'amélioration continue, c'est vraiment de maintenir la motivation et aussi, surtout, de maintenir la performance de manière continue dans l'entreprise en termes d'ISO 50001. Donc, là, je vais vous parler maintenant du contenu de la norme ISO 50001. Donc, là, on va voir un petit peu comment elle s'applique cette norme. Donc, en termes de domaine d'application, alors là, c'est vraiment un extrait de l'ISO 50001, donc c'est pour ça que c'est pas le plus le plus visuel comme support. Mais donc, le domaine d'application de la norme, je vais simplement le lire. Donc, le présent document, donc, il spécifie les exigences pour établir, mettre en œuvre, entretenir et améliorer un système de management de l'énergie. Donc, c'est encore un acronyme qu'on n'avait pas vu, donc le SME. En SME, parce que le SME, c'est le système de management de l'environnement, donc le E, c'est bien pour l'énergie. Et donc, le but recherché, c'est de donner la possibilité à un organisme de parvenir, par une démarche méthodique, à l'amélioration continue de sa performance énergétique et du système de management de l'énergie. Donc, le présent document, il va être effectivement applicable à tout organisme. Donc là, nous, bien sûr, on va parler aujourd'hui principalement de la norme ISO 50001 appliquée à l'industrie agroalimentaire. On va parler plus spécifiquement de son application dans les entreprises agro. Mais en fait, la norme, on peut la décliner dans une banque, dans n'importe quel type de structure, dans un syndic d'immeuble, par exemple, c'est tout à fait envisageable. Donc, elle est applicable aux activités qui affectent la performance énergétique, bien sûr, hein, on est en lien avec l'énergie, donc c'est que les activités qui vont affecter la performance énergétique et qui sont gérées par l'organisme et dont il y a la maîtrise. Si on n'a pas de maîtrise, on ne peut pas pouvoir mettre en œuvre un système ISO 50001. Le point C nous indique que finalement, il n'y a pas de, ça concerne toutes les énergies, tous les usages, il n'y a pas de seuil minimum pour mettre en œuvre un système de management de l'énergie. On va devoir faire donc la démonstration de l'amélioration continue de notre performance énergétique, mais on ne définit pas l'amélioration. 50001, c'est pas performant. C'est deux sujets différents et c'est un petit peu l'ironie de la chose quand on avait les entreprises qui mettaient en œuvre des systèmes de management de l'environnement, par exemple, étaient très souvent les entreprises les plus polluantes, parce qu'ils voulaient aussi montrer un petit peu, on va dire pas de blanche, mais plutôt pas de verte, mais c'est pas pour autant qu'ils ne polluaient pas. Par contre, ils montraient qu'ils avaient une maîtrise de leur rejet, de leur impact sur l'environnement, ce qui est déjà un premier pas.
Et comme indiqué précédemment, donc cette norme est utilisée indépendamment ou être harmonisée avec d'autres systèmes de management. Alors, je vais juste faire une petite manip. Ça va fonctionner. Parfait. Donc maintenant, je vais revenir sur quelques termes et définitions. Donc, on en a vu quelques-uns. Hop, j'ai juste plusieurs slides. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Voilà. Hop, pas couper l'écran. Alors, système d'aménagement de l'énergie, on l'a vu, hein, c'est en gros la mise en œuvre de l'ISO 50001. Je vais peut-être passer assez vite là-dessus, mais voilà, c'est tous les éléments qui vont permettre de mettre en œuvre notre management de l'énergie en partant de la politique énergétique, de nos objectifs, nos cibles, etc. Et, et tout ça, ça va toucher différents processus qu'on aura établis au préalable. Donc, la politique énergétique, on y reviendra, mais ça, c'est la direction qui la met en œuvre. Je vais sur peut-être les éléments les plus intéressants qui me concernent le plus. Donc, la performance énergétique, il faut bien avoir en tête que ce sont des résultats mesurables liés aux usages énergétiques, à la consommation énergétique et à l'efficacité énergétique. Donc, ce qu'il faut bien avoir retenir, là, les mots importants, c'est résultats mesurables. Une performance, il faut qu'elle soit suivie et mesurée. L'indicateur de performance énergétique, c'est effectivement l'unité, finalement, l'indicateur de cette performance énergétique. Souvent le terme IPD. La situation énergétique de référence, c'est souvent on va faire notre revue énergétique. On va dire effectivement, moi j'évalue la consommation de référence de mon entreprise quand j'ai tel volume de production dans tel contexte, par exemple météorologique, il y a souvent un impact de la température extérieure dans la consommation qui va concerner les entreprises agroalimentaires, aussi plus largement, mais en tout cas pour les entreprises agroalimentaires. Donc voilà, je vais, donc là on a l'exo, on a des volets qui se ferment tout seuls. Donc ça va être ma situation énergétique de référence, et l'idée c'est de la faire évoluer pour l'améliorer au regard aussi des autres données. Ensuite, alors, il y a deux éléments quand on parle aussi d'indicateurs de performance énergétique et quand on va les calculer, on le verra plus tard, on y reviendra, mais il faut identifier quels sont les facteurs statiques et les facteurs pertinents sur notre consommation énergétique. Alors, ces deux facteurs, ils ont une influence sur notre consommation d'énergie. Un facteur statique, c'est une variation à un instant donné, c'est par exemple, je construis une nouvelle chambre froide. Ce facteur il va avoir une influence sur ma consommation d'énergie, puisque ça va entraîner une consommation d'énergie supplémentaire. Et c'est un facteur qui, une fois qu'il est en place, ne va plus bouger. Ma nouvelle chambre froide est en place, c'est fini. Ou alors éventuellement, je change un équipement. Je change un équipement de cuisson qui va être plus performant. Ça c'est aussi un facteur statique. Une fois qu'il est en place, il va plus évoluer. Un facteur pertinent, donc c'est un facteur qui est soumis à des variations courantes. Donc, ça va être par exemple ma température extérieure, mon volume de production. Ça, ce sont des facteurs pertinents. Et nous, quand on fait des audits, notre objectif, c'est d'identifier notamment comment évolue la consommation d'énergie de l'entreprise au regard des différents facteurs pertinents qu'on a pu identifier. Et dans beaucoup de cas, voilà, on va voir le volume de production et notamment la température météo, c'est vraiment les deux facteurs qui, en industrie agroalimentaire, en tout cas, vont intervenir. Après, on va définir, on le verra plus tard, des cibles énergétiques. Donc ça, c'est un objectif quantifiable. Encore une fois, là, on est vraiment le management de l'énergie, c'est je mesure, je maîtrise. Donc, on va définir un objectif d'amélioration de notre performance énergétique. L'amélioration continue, je pense que ça, c'est clair pour tous. Et l'efficacité énergétique, donc c'est un ratio entre une performance et un service ou un bien. Donc, dans le cas d'une entreprise agroalimentaire, effectivement, ça peut être regard de quantité de produits finis fabriqués. La revue énergétique, je l'ai un petit peu expliqué déjà, c'est l'analyse de tous nos usages, de notre consommation, de notre efficacité, et qui va nous permettre justement d'identifier nos usages énergétiques significatifs et nos opportunités d'amélioration. Alors, les usages énergétiques significatifs, il y a deux critères
qu'il faut retenir pour déterminer un usage énergétique significatif, c'est à la fois un usage qui représente une part importante de notre consommation d'énergie, et ou une part qui offre un potentiel, un nombre considérable d'amélioration de la performance énergétique. C'est comme ça qu'on va se baser sur le choix de notre usage énergétique significatif. Ça, c'est vraiment un terme qui est spécifique à l'ISO 50001. Alors, en premier lieu, on va donc déterminer donc, le contexte de l'organisme. Ça, c'est... On est dans le chapitre 4 de la norme, on suit vraiment dans cette présentation le plan de la norme, donc on va déterminer le contexte de l'organisme, quelles sont finalement nos parties intéressées pertinentes, les PIP, en lien avec l'énergie. J'avais un petit tableau pense-bête pour vous en faire part, mais ça va être par exemple, je vais me dire, ouais, j'ai mes clients, eux, qu'est-ce qu'ils recherchent, mes clients? Quel est leur degré d'importance d'exigence pour l'énergie? Eux, ce qu'ils veulent finalement, c'est un produit qui soit conforme. Est-ce que ça a un lien avec ma consommation d'énergie? Eux, ce qu'ils veulent, c'est donc pas de rupture d'approvisionnement, par exemple. Je peux aussi avoir comme partie intéressée pertinente mes riverains. Si j'ai des chaudières, par exemple, la difficulté, mais c'est ou des installations qui sont bouillantes, eux, ils veulent pas de bruit, pas de pollution, par exemple, les riverains. Donc ça peut avoir quand même un lien avec l'énergie. Si je m'adresse à mes partenaires financiers, ma banque, mes actionnaires, eux, ils peuvent se dire peut-être qu'à long terme, la banque, et aujourd'hui, on voit les organismes financiers sont de plus en plus demandeurs, par exemple, est-ce que vous avez une stratégie de réduction de vos émissions de gaz à effet de serre à long terme? Parce qu'on sait que si vous avez une stratégie, vous allez pouvoir vous inscrire dans le temps où, si vous n'avez pas de stratégie, ça va être plus compliqué. Donc voilà, ça c'est, on va identifier toutes ces parties intéressées pertinentes. Alors, il y a différents outils, il y a la méthode Pestel, il y a la matrice SWOT, on va identifier les forces faiblesses. Alors, dans la matrice SWOT, par exemple, donc on a ici donc nos forces, à la fois en interne et en externe. Donc, par exemple, on peut avoir nos menaces et nos faiblesses. En menace, par exemple, ça peut être la volatilité du prix de l'énergie. Si demain, le prix du gaz fait x4, ça, c'est une menace. Donc, finalement, mettre en œuvre mon ISO 50001 qui va m'aider à maîtriser et réduire ma consommation de gaz, ça va me permettre d'améliorer ma robustesse à ce niveau-là. Les opportunités, c'est par exemple cette obligation d'audit réglementaire, où c'est si je mets en œuvre un SME, peut-être la possibilité de décrocher, un SME, pardon, de décrocher un nouveau marché parce que j'ai des clients qui sont vigilants à ce niveau-là. Voilà un petit peu tout ce qui peut être fait en termes d'identification de ces parties intéressées et pertinentes. Donc ça, je l'ai déjà peut-être un peu dit. On va aussi parler du domaine d'application de la norme, avec quelles vont être finalement les activités, les équipements, le périmètre géographique de la norme, et puis les éventuels éléments bloquants. Donc la documentation attendue, c'est qu'on va devoir fournir, dans le cadre d'un ISO 50001, une analyse de ces opportunités et on va se poser la question, donc est-ce que j'ai déjà une analyse qui est déjà en cours sur d'autres normes et finalement, je vais pouvoir ce que je fais sur la qualité de mes produits, je vais pouvoir décliner sur ISO 50001. Et c'est quelles sont les mesures que je vais pouvoir prendre pour faire face à ces opportunités et à ces risques. Voilà quelques exemples aussi finalement de matrices que l'on peut utiliser pour classer les actions en fonction du degré d'importance de l'exigence, du degré d'insatisfaction de l'exigence. Donc voilà, en fait, vous savez, après, vous pourrez classer les priorités si elles sont donc, à la fois importantes et que vous êtes et qu'elles sont non satisfaites, ça va être les priorités de premier niveau. Donc ça, c'est vraiment
des choses qu'on va pouvoir trouver dans les normes. Et si c'est peu important et vous satisfaisez à ces exigences, bah, vous allez pouvoir maintenir une veille, mais c'est pas important, ça peut éventuellement le devenir demain. Si c'est important, vous satisfaites l'exigence, tout va bien, mais il faut être vigilant, ça va être un deuxième niveau de priorité parce que c'est-à-dire qu'une dégradation va pouvoir être pénalisante. Et c'est peu important, mais que c'est insatisfaisant, il va quand même falloir être vigilant parce que est-ce qu'à un moment ça peut devenir important et auquel cas, dans ce cas-là, on sait qu'à ce moment, les gens ne satisfont pas cette exigence. Voilà. On va utiliser ce genre de matrice pour définir un peu quelles sont les exigences pertinentes qu'on va mettre en œuvre. Et je vous ai donné quelques exemples de parties prenantes intéressées, mais il peut y avoir les DREA, si on peut cumuler ça avec notre réglementation ICPE, voir éventuellement nos enjeux sur l'eau. On sait qu'en agroalimentaire en particulier, les enjeux énergie-eau sont souvent liés, parce que l'eau, c'est un vecteur, c'est un simple qui sert à refroidir. Donc voilà, si on est peut-être moins performant dans le refroidissement, on va augmenter nos consommations d'eau. En termes de domaine d'application, on l'a déjà dit, donc, mais c'est à vous de fixer votre périmètre. Alors, vous pouvez définir des limites géographiques. Est-ce que vous avez un seul site, plusieurs sites? Les limites organisationnelles aussi, par exemple. Bien, ben moi, je vais me concentrer sur mes consommations liées à mon procédé. J'ai un bâtiment administratif, mais c'est 5% de mes consommations d'énergie, donc je considère que je l'exclus. Bon, ça, c'est vrai que c'est à fixer. En interne, on peut. Voilà, il y a des questions qui vont se poser sur, par exemple, quand je suis une entreprise, sur. Il y a des points qu'on a pu évoquer. Ma flotte de véhicules, par exemple. C'est pas lié directement au process, mais est-ce que j'ai une maîtrise sur ce volet-là? Dans le transport en général, il y a des entreprises qui ont une flotte de camions dédiés. Quand il y a une flotte de camions dédiés. Alors, Alice, c'est autre chose, excusez-moi. On peut intervenir tout cela, non? Désolé, non. Alors, on peut finir des exclusions. Les exclusions, par exemple, ça va être de dire, je disais, le transport. Par contre, une entreprise qui a une flotte de véhicules, c'est pertinent si elle qui a une maîtrise de cette consommation, c'est pertinent que ce soit intégré dans le SME. Il y avait cette notion en préalable en introduction de maîtrise, ça c'est important. Si vous sous-traitez votre transport à un prestataire, vous n'avez pas de maîtrise du type de véhicule qui va être utilisé, etc., il n'y a pas de sens de le mettre. Donc voilà, petit point sur ce volet périmètre qui est important pour avoir une norme, un système de management qui est bien calibré. Après, c'est jamais figé dans le marbre. Quand on fait sa revue de management, on peut très bien décider d'élargir de réaliser ce périmètre. En point 4, donc, ce système de management de l'énergie, donc l'organisme doit établir, mettre en œuvre, pardon, le tenir à jour et l'améliorer en continu, y compris donc les processus nécessaires et leurs interactions, et améliorer continuellement la performance énergétique. Ça se répète un peu, mais bon, c'est ce qui est. Ça, c'est vraiment c'est le texte du document de la norme de référence. Donc en fait, on va se baser sur la norme et son entre guillemets chapitrage pour déterminer son mode de fonctionnement, pour avoir une base documentaire et énergie qui est centralisée. Et cette gestion documentaire, idéalement, doit être cohérente avec les autres référentiels, puisque, effectivement, on l'a dit, si vous êtes déjà une norme de management de la qualité, autant s'appuyer sur la même structure. Parce que le fameux chapitrage sera identique. Et le processus, effectivement, il va en différentes entreprises selon taille d'entreprise, l'activité, service, la complexité des processus et les interactions entre les processus, mais aussi la compétence des personnes. Il y en a qui vont vouloir aller très loin dans le détail, d'autres qui vont plutôt vouloir avoir une vision macro. Ça, c'est à chacun de construire un système de management qui lui correspond. Ça, c'est un petit résumé sur le contexte de l'organisme. Donc, on l'a vu, on doit déterminer un peu quels sont nos enjeux internes, externes,
pertinent. Hein, les enjeux, ça peut être aussi, je sais pas, je sais que j'ai, alors, je vais donner quelques exemples peut-être qui sont un peu caricaturaux, mais voilà, aujourd'hui, j'ai une chaudière à charbon. Je sais que j'ai des associations privées qui, euh, qui font des pétitions pour que j'arrête cette chaudière parce ils ont des problèmes de poussière sur leur voiture le matin quand j'ai des soucis sur ma chaudière ou parce que voilà, donc ça va rentrer en ligne de compte dans le cadre d'un niveau 51 parce que c'est directement lié à une consommation d'énergie. Où j'ai des problèmes sur mon réseau. Bon, on a des sites, on a certains sites qui sont en milieu rural où on est limité en capacité de puissance. Mon enjeu, c'est de dire, bah, tiens, moi, aujourd'hui, je sais que si demain, je veux augmenter ma puissance, si je veux, par exemple, me décarboner et aller vers l'électrification, je vais être très limité dans la puissance supplémentaire électrique que je pourrai avoir. Donc, ben, voilà, ça, la norme ISO 50001 me permet de poser à plat tout ça et de dire, bah, tiens, moi j'ai un client qui me demande de décarboner, mais finalement j'ai mon réseau électrique qui ne me permet pas de basculer mes usages gaz sur des usages électriques. Donc voilà, comment j'identifie toutes ces menaces, ces opportunités, et tout ça, je le documente et je le mets dans mon système de management. Donc on a déterminé les parties intéressantes, on détermine le domaine d'application en prenant en compte les enjeux externes, internes, est-ce que voilà, le transport, véhicule, ma flotte de commerciaux, parce que finalement, souvent, on regarde le prix de sa facture électrique, sa facture gaz, on a tendance à la facture gasoil de la flotte de commerciaux, on n'est pas dedans, mais on se rend compte que finalement, bah, ça peut être un poids significatif, d'autant qu'aujourd'hui, bah, maintenant, en plus, on est de plus en plus incité à aller vers de l'électrification, donc il y a aussi un potentiel d'action qui est beaucoup plus important qu'auparavant, où on était sur uniquement le choix du véhicule, enfin, l'amélioration d'une motorisation thermique ou des formations à l'économie, par exemple, avec éventuellement des objectifs personnels euh, pour les collaborateurs. Et puis ensuite, on va mettre en œuvre et améliorer en continu le SME à travers tout le système, notamment de documentation. Un mot sur le leadership. Alors, le leadership, c'est vrai que c'est. Je suis désolé, cette slide en anglais, voilà, on l'a pas traduit, on a traduit que quelques mots-clés. Mais ça, on va y venir après, mais c'est un point clé. La direction doit effectivement démontrer qu'elle est engagée et qu'elle œuvre pour donc une amélioration continue donc, de ce management de l'énergie et continuer effectivement à travers donc, la politique, la politique traduire l'engagement de la direction, mais aussi c'est pas que rédiger la politique, c'est derrière comment je mets en œuvre tout ça. Et puis derrière aussi, c'est la direction. Elle va mettre en œuvre une équipe. Ça porte bien, ça ne va pas reposer sur une seule personne. Elle va mettre en œuvre une équipe dédiée au management de l'énergie qui sera appuyée par la direction. Et si, parce qu'après, l'équipe de management de l'énergie qui assure cette fonction de management de l'énergie, éventuellement avec un responsable désigné, il faut que quand il va voir le responsable production qui dit tiens, j'ai besoin de tes indicateurs, etc., il ne faut pas que le responsable production dise mais attends, là, je n'ai pas le temps, on revient dans 2 mois, là, je suis sur d'autres sujets plus importants, etc. Donc, il faut qu'il puisse avoir ces données, et ça, qu'il puisse être entendu par tous, il faut qu'il puisse, qu'il ait un soutien réel, effectif de la direction. Alors voilà un petit extrait de la norme, hein, mais ça, c'est un petit peu lourd, mais ça permet des fois de montrer un petit peu tout ce qu'il y a derrière cette question de leadership et d'engagement de la direction, puisque la direction doit démontrer donc, son leadership et son engagement vis-à-vis de l'amélioration de sa performance énergétique et de l'efficacité du système de management énergétique. Notamment donc, en s'assurant qu'il y a bien établi le domaine d'application et le périmètre du SME, que la politique, une politique énergétique, des objectifs et des cibles énergétiques qui sont établis, qui sont compatibles avec l'orientation stratégique de l'organisme. Il ne s'agit pas de dire moi je veux réduire de 20% ma consommation d'énergie chaque année, ça semble très peu réaliste, et de mettre 0 moyen à côté. Il vaut mieux partir sur des objectifs qui sont
peut-être un peu plus mesuré, mais aussi définir quels sont les moyens que l'on va mettre. Donc, s'assurer que les exigences du SME sont bien intégrées au processus métier de l'organisme. Hein. Vous savez que dans ces systèmes-là, on définit quels sont les processus métiers, on a le processus commercial, le processus de fabrication, etc., le processus de R&D, et qu'on a bien intégré à notre SME tous ces processus. On s'assure que les plans d'action, ils ont bien été approuvés. Tout le monde a dit, OK, on valide ce plan d'action. Et ils sont mis en œuvre. Il ne s'agit pas de faire un plan d'action et de laisser dans le placard et de le faire d'un an, le ressortir du placard et dire, ah bah mince, on n'a rien fait. Non, il faut le mettre en œuvre de manière continue. Il faut s'assurer qu'on a les ressources requises pour le SME, ressources financières, humaines, notamment. On va communiquer donc, sur l'importance de disposer de ce système de management de l'énergie et de se conformer à ces exigences. Ensuite, on va s'assurer qu'on atteint bien les résultats. On voit donc l'amélioration continue de la performance de la SME. J'ai dit qu'on a une équipe management énergétique et soutien. On aurait soutenu les personnes qui peuvent contribuer à l'efficacité du SME, donc notamment. L'enjeu là-dedans, derrière, c'est notamment tout ce qui est vraiment remontée des données, en fait. On soutient les autres rôles managériaux pertinents. Donc là, c'est de dire à tout le monde, voilà, ben, toi, en tant que responsable de production, ta responsabilité, c'est de s'assurer notamment que les machines soient bien conduites, parce que les machines consomment de l'énergie. Donc, si les procédures sont respectées de démarrage, de démarrage, par exemple, si l'équipe maintenance arrive à 5 heures et démarre tous les fours le matin à 5 heures, alors que la prod démarre, que les fours commencent à être en pique vers 8 heures, voilà, et qu'on sait que le four il chauffe en une demi-heure, voilà, ça va être. C'est l'exemple qui peut paraître caricatural, mais qui est encore souvent vrai dans les entreprises. Donc voilà, la responsabilité de la production, ça veut dire on démarre le four quand c'est juste, au moment où c'est juste nécessaire. Là, on s'assure qu'on suit bien les indicateurs, que les processus sont établis, etc. Alors, je reviens sur la politique énergétique. Donc, effectivement, c'est une expression formelle par la direction de ses intentions et de ses orientations générales, son engagement donc relatif à la performance énergétique de sa structure. C'est un document formel, il souligne vraiment l'implication de la direction et on va pouvoir dedans identifier le périmètre, dire quelles sont les ressources qui sont mises à disposition. Et on va notamment, c'est bien si on va pouvoir encourager l'achat de produits ou de services performants énergétiquement, et on va indiquer quels sont les objectifs de performance énergétique. Il faut, donc, on l'établit et après, il faut la communiquer. Cette politique en général, elle peut être format papier A4, oui, pourquoi pas. Ça peut être mis à jour sur le site internet, parce qu'on peut l'afficher auprès des clients, des parties intéressées. Je sais par exemple, je reviens sur mon exemple, des riverains ou mon inspecteur ICPE qui va peut-être être intéressé par savoir ce que j'ai mis dans cette politique énergétique. Et on va devoir la mettre à jour régulièrement, peut-être, enfin, pas tous les 3 mois, mais une fois par an, ça peut être le cas, ou au renouvellement de la certification, au moins une fois tous les 3 ans. Alors, donc les rôles, les responsabilités et les autorités au sein de l'organisme, ça je pense que dès que j'ai pu, un petit mot pardon, sur la planification énergétique. Donc, effectivement, au départ, on va dire que tout vient de la politique, mais dans la réalité, en pratique, la politique, c'est pas la première chose que l'on va rédiger, parce qu'on va d'abord commencer par le revue énergétique. Et finalement, après, la politique, on va pouvoir la faire avec, on va pouvoir l'alimenter avec ce que l'on a pu constater sur le site. Donc là, la revue énergétique, en quoi ça consiste? Donc on va finalement faire un état des lieux des consommations du site. Donc cet état des lieux va avoir besoin de données de consommation d'énergie. Alors, on n'est pas obligé de mettre en place des compteurs divisionnaires, puisqu'on a à minima nos données de facturation, compteurs Enedis pour électricité ou GRDF gaz. Donc ça, c'est le minimum.
Après, clairement, si on va aller plus loin, si on va aller plus précis, il va falloir mettre en œuvre du comptage supplémentaire. On va voir aussi quelles sont les obligations réglementaires qui s'appliquent à notre structure pour, pour faire cette énergétique et pour voir qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre. Ça peut être par exemple sur, je sais pas, les valeurs limites de rejet d'une chaudière. Je reviens à cet exemple-là. Effectivement, est-ce que je suis conforme ou pas? Est-ce qu'il faut changer ma chaudière? Est-ce que sur des valeurs, j'en reviens encore sur des valeurs d'émission polluants, mais aussi de bruit, par exemple, ou ça peut être, on l'a constaté par exemple dans le cas d'audit, des réglementaires, je constate que j'ai des températures d'effluents, de rejet d'effluents qui sont beaucoup trop chauds parce que j'ai des chaudières qui sont très importantes. En fait, je rejette des effluents qui sont à 50, 60 degrés extérieur de mon site. Normalement, en principe, on est limité à 30 degrés. Donc voilà, je vérifie un petit peu aussi quels sont tous les écarts de réglementation et derrière tout ce que je vais devoir mettre en œuvre pour répondre à cette réglementation. On va définir donc une grille de points à accepter, donc quels sont finalement mes usages énergétiques significatifs qui présentent un potentiel d'amélioration important. Je peux avoir des checklists de référence. Je fais une revue de mes différentes activités. Quelles sont les activités qui sont dans mon périmètre ou qui sont en dehors de mon périmètre. Et puis après, ça va se traduire donc, en termes de données. On va voir nos IPE, nos fameux IPE, donc indicateurs de performance énergétique. On va déterminer nos consommations de référence, nos cibles, nos usages énergétiques significatifs et derrière un plan d'action avec des investissements associés. Donc, la revue de management, on peut avoir la revue de management, alors, généralement, donc, qui ont lieu annuellement. Alors, là, on est dans le cas on peut avoir l'échelle d'un site à l'échelle d'un groupe, et au cours desquels on va faire un bilan, effectivement, de notre performance énergétique. C'est là où on va faire le check dans cette revue de management. Donc, à la fois, le check, il se fait toute l'année, mais c'est là où on va vraiment le consulter, l'analyser, et du coup, agir. Et puis, on va pouvoir éventuellement corriger derrière notre politique. En termes de maîtrise opérationnelle, donc on va avoir des réunions énergétiques alors, qui vont, dont la fréquence va être définie, ça c'est à vous de fixer, qui peut être semestrielle, hebdomadaire, voilà, ça dépend vraiment de la façon de l'énergie aussi que vous voulez consacrer à ce système de management. Parce qu'on nous conseille une énergie, donc on va surveiller nos indicateurs, on peut avoir des réunions d'encadrement avec la production pour voir où est-ce qu'on en est sur les objectifs, qui permet d'échanger entre les équipes production, les équipes maintenance, les équipes énergie, etc. Les indicateurs vont nous permettre de surveiller la maîtrise des dérives, est-ce qu'on a des dérives, est-ce qu'on n'en a pas. Et on va pouvoir donc, au cours des réunions énergiques, alors c'est un peu une mini-revue de management, sauf que là, on ne fait pas de bilan sur les investissements, mais on va pouvoir contrôler nos résultats un petit peu et voir si on est dans nos cibles et si notre plan d'action avance. Et s'il n'avance pas, pourquoi il n'avance pas? Est-ce qu'il faut appeler un tel fournisseur qui doit faire? Voilà, tout ça, on est dans un volet de maîtrise opérationnelle. On peut faire, voilà, ça c'est des exemples de matrices SWOT qu'on peut faire pour chaque action. On peut aussi prioriser les actions. Donc là, on a des données d'entrée après de planification. On peut avoir une planification de trajectoire, on a des données de sortie. Donc, par exemple, en termes de données d'entrée de planification, on va avoir tous nos types d'énergie, nos usages énergétiques, passé actuel. En planification donc opérationnelle tactique, on va avoir notre revenu énergétique avec notamment nos US, usages énergétiques significatifs. Et en données de sortie, donc on va avoir nos usages, nos consommations énergétiques futures. L'idée, j'y reviendrai aussi plus tard, c'est que dans la norme, c'est qu'on identifie bien et surtout, chaque fois, on fait notre état des lieux et on définit notre consommation future.
Un mot sur les objectifs énergétiques et ce qui va concerner la planification. Donc, ces objectifs et cibles énergétiques doivent, d'une part, être cohérents avec la politique énergétique de l'organisation. Si vous définissez des cibles avec 2% d'amélioration par an et que la politique qui vont s'améliorer de 5%, c'est pas possible. Il y a un truc qui cloche. Donc là, il faut que ce soit cohérent avec la politique énergétique. Et alors voilà, si je définis ces 5% d'amélioration, il faut que dans l'ensemble de mon plan d'action, ce que j'ai déterminé, j'arrive effectivement à 5% sur mon global énergie. Il faut que ce soit le plus mesurable possible. C'est pas forcément l'obligation, mais c'est très fortement recommandé. Donc c'est pertinemment que si on ne mesure pas post-consommation, ça va être difficile quand même d'agir dessus. On doit tenir compte des exigences applicables. On s'appuie aussi sur la notion d'EES, énergétique significatif. Et on a dit qu'on prend en compte les possibilités d'amélioration de la performance énergétique, on assure un suivi et on doit communiquer aussi sur ces cibles. Alors, je ne sais plus si on y revient plus tard, mais du coup, sur le stade énergétique significatif, on a dit qu'il y avait deux critères. Il y a à la fois le potentiel d'amélioration et le niveau d'importance dans la consommation d'énergie. Alors, parfois, il y a des usages énergétiques significatifs qui ont un gros potentiel d'amélioration, qui n'ont pas de potentiel d'amélioration, mais qui représentent une grosse part de consommation d'énergie, mais qui a un faible potentiel d'amélioration. On peut quand même les considérer comme usage énergétique significatif, parce que si jamais ils se dégradent, ça va impacter lourdement l'entreprise qui n'ont pas les améliorer, mais par contre, on va quand même les suivre, les surveiller, parce qu'on sait que s'ils se dégradent, ça va impacter lourdement notre consommation d'énergie. Donc, ça, c'est des matrices qui permettent assez classiques, qui sont utilisées dans tout un tas d'autres systèmes de management, donc je ne vais pas m'étendre très longuement dessus, et qui permettent de hiérarchiser les actions à mettre en place avec finalement quelles sont les contraintes sur la mise en œuvre de la matrice, quels sont les enjeux. En tout cas, ce qui est important, c'est que dans la norme, c'est qu'à chaque fois, on doit hiérarchiser, on doit expliquer comment on a finalement hiérarchisé nos actions. Ça, c'est vraiment un point clé, c'est qu'on doit tout expliquer, vraiment bien expliquer, détailler pourquoi on a choisi de travailler principalement sur telle et telle action. Donc, on détermine les grilles qui nous sont propres, parce que chacun a ses contraintes. Les contraintes peuvent être, vraiment pour l'entreprise, une spécificité, par exemple, dans l'agroalimentaire, c'est la contrainte sanitaire. Donc, voilà, on va intégrer, on va dire, tiens, il faut qu'il y ait zéro impact de mes actions d'économie d'énergie sur la qualité sanitaire des produits. Parce que derrière, moi, c'est la vie de mon entreprise qui est en jeu. Donc voilà, on détermine ces matrices et on lit tout ça pour hiérarchiser notre plan d'action. C'est pas forcément du coup uniquement les actions qui présentent du genre potentiel économique. Il peut y avoir d'autres critères qui vont rentrer en ligne. Alors, un mot de plus, on l'a déjà un petit peu abordé donc sur qu'est-ce que la revue énergétique. Donc, la définition donnée par 50 donc c'est une analyse de l'efficacité énergétique, des usages énergétiques et de la consommation énergétique qui est basée sur des données et d'autres informations qui conduisent à l'identification des usages énergétiques significatifs et sur des opportunités d'amélioration de la performance énergétique. Bon, on n'a pas donné d'exemple, on est resté jusqu'à présent vraiment dans le vague, mais par exemple, si on donne des usages énergétiques significatifs, je raisonne en termes d'électricité, ça peut être la consommation d'énergie de mes groupes froids. Alors, et ça, c'est typiquement un exemple où j'ai peut-être un potentiel d'amélioration qui va être limité. Par exemple, si j'ai déjà renouvelé un groupe, alors si j'ai un vieux groupe et je prévois de le renouveler, là, j'ai un potentiel d'amélioration important, donc je vais peut-être pouvoir le mettre en plan d'action en disant, tiens, moi, je veux que dans les 2 ans, on ait renouvelé notre groupe froid parce que je sais que le froid, c'est 40% de la consommation d'énergie. Au contraire, j'ai un groupe froid qui est tout neuf.
C'est quand même 40% de ma consommation d'énergie. Mais par contre, je veux suivre vraiment de manière précise les consommations de ce froid parce que je veux m'assurer qu'il est toujours au top de la performance. Et pour suivre les consommations, bah, c'est pas qu'une consommation absolue, ça va être bah, quels sont les facteurs pertinents qui interviennent sur la consommation de mes groupes froids. Un certain nombre de données météo là-dedans, peut-être la donnée de production. C'est plutôt du stockage, c'est les produits qui arrivent à température ambiante. C'est peut-être que les données météo qui vont être les facteurs pertinents. Et puis, si je prévois une extension de chambre froide, là oui, effectivement, là, ça va être un facteur. C'est-à-dire que c'est un moment, la consommation de froid, l'usage énergétique significatif froid augmente parce que j'ai créé un agrandissement de chambre froide. Donc ça, je dois l'identifier. C'est un facteur statique, je le prends en compte. Là, j'ai mon nouveau référentiel. Euh, donc, pour construire sa revue énergétique, on va déjà partir du bilan de consommation annuelle, à minima, utiliser les facteurs d'énergie, idéalement, avec des sous-compteurs. Et puis, on va donc définir son plan d'action. Il va être cohérent avec donc, la stratégie d'entreprise, la politique énergétique. Hein, les actions de notre plan d'action doivent permettre de répondre à l'objectif qui était défini en politique. Si la somme de nos actions est inférieure à l'économie qu'on vise dans la politique, on a un problème de cohérence. Et puis, il va très certainement falloir mettre en œuvre un plan d'investissement. C'est pas forcément, c'est pas, je vais dire, absolument obligatoire, absolument nécessaire. On peut faire déjà beaucoup d'actions plutôt sur une comportementale, mais ça va être aussi important de pouvoir montrer qu'on dégage des moyens, parce que derrière, l'enjeu, après, par contre, ce qu'on peut cibler, on peut très bien définir que un temps de retour sur investissement minimum sur les actions. Si on voulait pour choisir entre plusieurs actions, dire, bah, tiens, on va partir forcément sur celle auquel j'ai un temps de retour d'investissement un peu plus court, parce que derrière, ça me permet de dégager des fonds pour aller faire d'autres actions. Alors voilà, quelques exemples d'une cartographie très théorique de consommation d'énergie sur un site. On a ici trois sources d'énergie, hein, l'électricité, du gaz, du fioul. Et puis, on va avoir différents usages derrière. Donc, ça va servir d'éclairage, des procédés, à des compresseurs, des compresseurs froids, des compresseurs d'air. Notre gaz, il va nous servir à chauffer, à faire de l'eau chaude sanitaire. Puis notre fuel, par exemple, c'est sur une application de cuisson, on a des équipements de cuisson qui fonctionnent en fuel. Donc, voilà. Puis après, on a derrière donc, différents équipements, vidéo, comme avoir du soufflage, des presses, des gruyères, etc. Puis là, on va avoir différents types d'éclairage. Voilà, tout ça, c'est finalement notre structure, enfin, tous les équipements qui vont consommer de l'énergie. Puis là, on va voir quelles sont finalement les données, comment on va pouvoir quantifier les données de consommation. À l'échelle de mon entreprise, j'ai mon compteur Enedis pour l'électricité, pour le gaz, j'ai mon compteur GRDF, et pour mon fuel, j'ai un niveau dans ma queue. Je peux faire un relevé régulier, je peux suivre aussi les factures. Puis sur l'éclairage, après, si je fais à l'échelle des usages, l'éclairage, je peux estimer, donc, en fonction de la puissance d'éclairage, le nombre d'heures sur des procédés. Là, par contre, ça va avoir un peu des sous-compteurs, parce que ça va être compliqué d'avoir une estimation de la consommation, parce qu'il y a beaucoup de variations. Sur des compresseurs d'air, par exemple, je vais avoir des index, des relevés horaires. Là, je vais pouvoir évaluer à partir de la puissance de mon compresseur. J'ai mes heures, par exemple, en charge, mes heures à vide, et à partir de là, je peux évaluer une consommation. Sur mon système chauffage, sur ma chaudière, je peux entre les différentes usages, distribution, régulation, émission, je vais pouvoir baser sur des ratios ADEL pour déterminer quels sont ces différents postes. Pour mon ballon de chaude sanitaire, je vais baser sur ma consommation d'eau et à partir de la température et de la chaleur massive de l'eau, je vais pouvoir reconstituer la consommation de gaz lié à la production de chaude sanitaire. Et puis, je vais déterminer, bien sûr, en fonction de l'été, à quel moment je coupe ma chaudière, et j'ai plus de chaude sanitaire, etc. Donc, voilà, il y a tout un tas
de solutions qui permettent, sans mettre des compteurs partout, de quantifier un peu nos usages énergétiques. Effectivement, donc là, on revient sur la question des usages énergétiques significatifs. Donc, comment on les détermine? On l'a dit, on a un niveau de consommation. Alors, ça, c'est à vous de le déterminer. Cette méthode, elle est donnée un petit exemple, mais elle peut être adaptée. Et ça va être, par exemple, dire si j'ai un usage qui représente moins de 1% de la consommation totale, je l'affecte un coefficient entre 1 et 5%, je l'affecte une note de 2, entre 5 et 10, une note de 3, etc. Et puis après, je vais évaluer le potentiel d'économie. Si j'estime que sur cet usage, j'ai un potentiel d'économie qui est inférieur à 2%, je vais affecter un critère, une significativité, donc une note de 1, entre 2 et 5%, 2, etc., etc. Et finalement, je vais faire le produit de ces deux valeurs et je vais considérer que ne sont significatifs que les usages dont j'ai finalement un niveau de significativité qui est supérieur à 5. Et donc, si je suis cette règle-là, par exemple, si j'ai un usage qui est très fort, même si j'ai un faible potentiel d'économie, je vais quand même le prendre en compte parce qu'il a un poids important, supérieur à 15% de la consommation, c'est assez significatif. Et il ne faudrait pas que ça découle. Voilà, après ça peut être, encore une fois, c'est pas non plus gravé dans le marbre. Vous pouvez faire évoluer cette méthode de détermination. Celle-ci, elle est classique, et puis après, le rétro-contrôle qu'on va faire, c'est qu'on vérifie bien que l'ensemble de mes US qui couvrent au moins 80% de la consommation. Si quand je fais mon calcul, j'ai 98% des consommations, c'est peut-être que j'ai été trop égoïste dans mes usages. Ça ne sert à rien de couvrir autant. Par contre, au contraire, si j'ai que 40% ou 50% de mes consommations, c'est peut-être que j'étais trop sévère dans mes critères. Dans quel cas, on va essayer d'en chercher un peu plus. La cible, c'est au moins 80%. Si après vous êtes à l'aise, vous pouvez très bien couvrir 98%, si c'est parce que c'est peut-être quelques usages, mais après, encore faut-il pouvoir bien les maîtriser, les suivre, etc. Les facteurs pertinents, finalement, j'ai déjà un petit peu expliqué, peut-être un petit rappel, donc, sont des facteurs qui vont influencer la consommation d'énergie d'un usage énergétique significatif. Ils influencent la consommation de notre entreprise de façon globale, et ils sont de deux ordres, donc statiques ou dynamiques. Donc, les facteurs statiques, c'est ce que je disais, ça va être la capacité, par exemple, d'une production, un type d'équipement, hein, c'est caractérisé. Si j'ai un vieux compresseur qui a 30 ans, un vieux compresseur d'air, forcément, sa performance est escalée et 15 à 20% moins performant qu'un nouveau compresseur. Ça, c'est le facteur statique. Quand j'aurai ce compresseur-là, j'aurai ce niveau de performance. Idem pour un bâtiment, si j'ai un bâtiment des années 80, un bâtiment de 2020, forcément, je ne vais pas avoir la même performance. Et puis, nos fameux facteurs dynamiques variables. Alors, je le disais, en agroalimentaire, ça va être beaucoup le volume de production. Ça peut être, dans certains cas, un nombre d'heures de fonctionnement. Alors, quand on dit volume de production, c'est intéressant parce que on se pose toujours la question et des fois, c'est pas toujours évident d'avoir, par exemple, le tonnage produit. Et le tonnage, c'est pas toujours une unité pertinente. Parce que, par exemple, quand on est sur des produits de très faible grammage, ça peut être l'UVC, l'unité de vente consommateur, qui va être le facteur pertinent. Ça dépend vraiment. En fait, après, nous, on le verra plus tard, juste après, on va voir comment on fait des petites analyses qui nous permettent, des petites analyses statistiques qui nous permettent de déterminer quels sont ces facteurs pertinents. Effectivement, quand on est sur du conditionnement de produits, c'est souvent l'UVC, parce qu'à chaque UVC, on va avoir des machines qui vont s'ouvrir, se fermer, qui vont, par exemple, consommer l'air comprimé, avoir des mâchoires qui chauffent, etc. Et donc, dans certains cas, ça va être plutôt effectivement l'UVC qui va influencer la consommation d'énergie. Le nombre d'heures de fonctionnement, alors, souvent, ça c'est plus dans les locaux qui vont accueillir du public, ça va être le nombre d'heures d'ouverture. Mais en agroalimentaire, le nombre d'heures de fonctionnement, c'est un peu moins vrai.
Après, ça dépend. Si vous avez par exemple un conditionnement d'ambiance dans une pièce qui est très énergivore, effectivement, le temps d'ouverture de votre atelier va avoir un impact sur votre consommation d'énergie. La température extérieure, clairement, je veux bien juste après sur cette question, par exemple, des DGU. Oui, ça, c'est un impact important. Sur toutes les entreprises, quasiment, on a une influence à la température extérieure. On fait systématiquement une analyse de corrélation avec température et volume de production. Et après, on voit comment un petit peu ce que ça bouge. Et puis après, bien sûr, le type de produits fabriqués. Il y a des entreprises qui vont, par exemple, fabriquer des produits crus, des produits cuits. Il va falloir déterminer, quand je calcule un IPE, quand je calcule mon IPE sur le gaz, il faut que je sorte tous mes produits crus pour lesquels je n'utilise pas de gaz de mon indicateur. IPE annuel, je prends que les produits crus. Ça nécessite, des fois, c'est pas si évident que ça, mais dire, oui, effectivement, les produits ne sont pas toujours placés de la même façon, dans un objectif, en tout cas, énergétique. Le type de produit fabriqué, essentiellement c'est un produit cru, puis ou un produit qui va passer sur certains équipements supplémentaires. Des produits qui vont être broyés finement avec un gros broyeur très énergivore, ou un produit par exemple qui conserve la température ambiante, un produit qui est stérilisé ou un produit qui est pasteurisé, qui est conservé au frais. Tout ça, ça va avoir des impacts. La sensibilité du produit. C'est un peu ce que l'on peut rencontrer dans les entreprises. Alors, comment on va déterminer les facteurs pertinents? Alors, et en particulier, donc là, on parle vraiment des facteurs pertinents dynamiques, bien sûr. Donc là, il y a une petite astuce, donc c'est qu'on va utiliser un tableur Excel tout simple, on fait un nuage de points, et ensuite on vérifie, donc on fait une régression linéaire, et on vérifie, donc ça nous permet de vérifier la corrélation entre l'usage énergétique et un facteur pertinent. Par exemple, dans le cas de cette entreprise, donc là, je pense que c'est que les entreprises qu'on a fait dans le cadre de l'audit. Donc, on a notre production en tonnes par mois, on a la consommation d'énergie électrique en kilowattheure, et on se rend compte que finalement, on a un R carré, donc R carré, c'est notre coefficient de détermination, qui varie entre 0 et 1. Donc, 0, c'est qu'il n'y a absolument aucune corrélation entre les deux valeurs, et 1, c'est qu'il y a une corrélation parfaite. On voit que finalement, notre consommation d'électricité, elle varie vraiment extrêmement précisément corrélée à notre consommation, à notre production en tonnes par mois. C'est que, à partir de là, c'est très facile. On sait que si le mois prochain, on doit produire 50 tonnes, on sait qu'on va consommer 40 000 kWh. Donc, ça, derrière, on sait qu'on va avoir une grande maîtrise. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est efficace, encore une fois, mais c'est simplement que c'est vraiment notre consommation électrique, elle dépend du tonnage. A contrario, on a une autre entreprise où finalement, on voit que là, quel que soit le tonnage produit, en fait, sa consommation d'énergie, elle varie très peu. Elle varie, mais en tout cas, elle n'est pas liée à la consommation, au tonnage produit. On voit que là, le RKI, il est quasiment à zéro, hein, 3 décimales derrière dans le billet. Donc, aucune influence de la production sur la consommation électrique. Après, on regarde d'autres facteurs. Donc, alors, on dit qu'on considère que la corrélation elle est vraiment significative si on a un R carré qui est supérieur à 64. Des fois, on a un petit peu limite. Ça va un exemple ici. Donc là, on a regardé ça, c'est ce qu'on fait systématiquement, c'est la production et les DGU. Alors, plutôt souvent d'ailleurs les DGU clim. DGU, c'est degrés jour unifié. Et en fait, si vous voulez, ça traduit un besoin de refroidissement. C'est utilisé en général pour les climaticiens pour évaluer la consommation d'énergie de leur clim. Alors, du coup, ils sont basés plutôt sur une température de référence qui est autour de là, c'est 10 degrés. Voilà, si on est au-dessus des 10, on commence à générer une DGU. Et là, en l'occurrence, pour cette entreprise, on voit qu'il y a quand même une corrélation qui est assez importante. On ne peut pas dire qu'elle est réellement significative, mais quand même à 0,74, une proche de 0,75, mais qu'il y a quand même quelque chose qui se passe entre ma consommation électrique
et mon besoin en climatisation. Donc, ça veut dire que ça, ce que ça veut dire sur le graphique, c'est que ma donnée de consommation électrique, elle est tirée par ma température extérieure. Et là, on a une consommation de gaz, on a essayé de corréler à des produits, donc à une production, donc une entreprise qui a deux activités, l'activité four et l'activité enrobage qui utilise aussi du gaz. On voit finalement, quand on prend le total de ces deux activités, on a une corrélation qui est assez bonne. Alors, il se trouve qu'ils avaient aussi d'autres produits qu'ils fabriquent, qui utilisent du gaz, mais là, on n'est que sur les produits qui sont en flamme directe. On a quand même une assez bonne corrélation. Donc là, après, si on n'a pas de corrélation, on va voir précisément sur ces points-là. En général, ces analyses, vous l'avez vu, il y a souvent une douzaine de points, un peu moins sur les DGU clim, parce que les DGU clim, en hiver, ils sont trop faibles, donc on fait cette analyse, donc on les fait sur les mois d'été, à partir de avril, mars-avril, jusqu'à septembre-octobre, sans problème. Là, on a des variations des DGU clim qui sont importantes et qu'on peut bien corréler à nos consommations électriques. Donc là, on n'a pas trop de points, donc on peut voir, mais tiens, ce jour-là, je vois que je suis très en dessous, qu'est-ce qui s'est passé, ou là, je suis plutôt au-dessus de ma courbe. Est-ce que c'est pas parce que j'ai, par ailleurs, un autre usage gaz qui a été important? Et le cas, ça me permet de dire, bah, c'est quand même plutôt fortement corrélé à mes usages four et enrobage, et peut-être moins d'autres usages. En tout cas, là, on voit que c'est les usages qui font varier le plus les facteurs. Donc, nous, en fait, c'est important ces analyses de corrélation, elles sont importantes, on aime bien les faire en amont des audits, parce que derrière, ça nous dit, voilà, si on a. Là, on sait qu'il va falloir qu'on s'attache au process. Clairement, le reste, ça ne vaut pas le coup d'aller le voir, c'est vraiment uniquement le process. Qu'est-ce qui tourne quand je fabrique du produit? Si je suis lié plutôt à TGU Clim, si j'ai au-delà de 0,75, si j'ai 0,8, 0,9, je vais m'intéresser plus spécifiquement à ma production de froid, par exemple, ou tout mon besoin en refroidissement d'une façon globale. Ça peut être simplement de la ventilation aussi, etc. Ça, c'est un point important. Donc, je l'ai un petit peu dit, hein, mais on va déterminer la performance actuelle, l'objectif étant d'estimer les usages et la consommation énergétique future. Ça, c'est vraiment la différence entre quand je fais un audit et quand je m'inscris dans un cycle de management d'énergie. L'audit, je fais un état des lieux. Management d'énergie, je fais l'état des lieux. Et après, je vais aussi évaluer, prédire la consommation future. Et on a dit qu'on allait. Je ne l'ai pas dit, mais ça vous fait aussi une analyse de talent de consommation. On interprète, on analyse les factures, on analyse les équipements, les installations et leur performance énergétique. Et à partir des US, c'est pour ça aussi que les US jouent pour faire suffisamment significative la consommation d'énergie, parce que si on prédit que 50% de notre consommation d'énergie future, c'est pas très intéressant. Et donc, après, on va pouvoir mettre en place nos IPE et suivre l'évolution de nos usages énergétiques significatifs. Alors, un petit mot sur les indicateurs de performance énergétique. Un indicateur, il sert à comparer la performance énergétique. Alors, diapo joueuse qui change toute seule. Avant, donc, et après la mise en œuvre des plans d'action d'amélioration de la performance énergétique. Avant, on a la valeur de performance de référence, et après, on a un résultat de l'actuel. Et ces indicateurs, donc, ils doivent être déterminés dans un but vraiment de surveiller, d'analyser la performance et les évolutions de la consommation énergétique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être raisonnable, il ne faut pas vouloir mettre des indicateurs partout. Il vaut mieux en avoir un peu moins, mais qu'on va suivre correctement, plutôt que de perdre beaucoup de temps à suivre beaucoup d'indicateurs. Donc, en termes d'indicateurs, on peut suivre, par exemple, des consommations brutes. Alors ça, c'est l'indicateur qui est vraiment une consommation brute, ça va être un terme de consommation le week-end, un terme de consommation. On compare mon volume consommé entre 2024 et 2025, je suis à 5%. Okay, ça, c'est facile.
facilement à mettre à jour. Par contre, comment est-ce qu'on analyse? On n'analyse pas vraiment, en fait. Alors, on n'évalue pas est-ce que je suis performant ou pas, en fait. On n'en sait rien. Si on a un seul facteur pertinent, là c'est facile, on va pouvoir suivre un ratio. Et par exemple, on va suivre les kilowattheures par unité de production. Je suis fabricant de glace, je sais que je consomme 300 kWh par mètre cube de glace produite. 3 Wh par litre de glace. On va suivre. Moi, je peux éviter l'administration. Ce qui me parle le plus, c'est quand même facile à mettre en place, on peut facilement le mettre à jour. C'est facile à comprendre, on a une signification physique simple, hein, c'est 1 kWh pour un mètre cube de produit, tonne de produit ou par MSC. Et il y a un seul facteur d'influence, donc il y a une corrélation directe. Alors, c'est un ratio qui peut être trompeur. Alors, si le terme B de la corrélation, ça c'est. On ne l'a pas vu juste avant, mais là on peut aussi afficher l'équation de la corrélation. Et dans l'équation, alors on voit par exemple ici, il y a on est relativement bien corrélé, mais on a un talon de consommation. Si on réduit, en fait, c'est-à-dire que même si on a nos DGE qui sont nuls, quand on poursuit la courbe, on a une consommation de base qui reste importante. Ça, c'est ce qu'on appelle le terme B dans l'équation, c'est-à-dire que notre équation, c'est la consommation d'énergie égale A, c'est le ratio de consommation, fois X, la quantité de facteurs pertinents, plus B. C'est l'équation, c'est X plus B. Le B, c'est ma valeur fixe. Finalement, si j'ai un fixe important, c'est que j'ai deux choses qui rentrent en ligne de compte. Et si on a plusieurs facteurs pertinents, donc là, ça va être... et en fait, il y a souvent quand même plusieurs facteurs pertinents. Donc, on va devoir faire une comparaison du ratio réel, kilowattheure réel par rapport au facteur principal, et du ratio attendu, donc kilowattheure attendu par le facteur principal. Et donc là, c'est un peu plus facile à comprendre, c'est bien expliqué. Je ne sais pas si c'est la meilleure solution. C'est plutôt pour dire que c'est un peu plus difficile à comprendre quand même. Et il faut effectivement le compléter d'une comparaison des consommations attendues et réelles. C'est un peu plus complexe quand on a plusieurs facteurs pertinents. Il va falloir essayer de remonter notre équation et de faire finalement cet exercice-là de corrélation en deux fois. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'on a un facteur pertinent principal qui n'a jamais un unique et des facteurs pertinents secondaires qui sont moins impactants. Mais parfois, c'est vraiment, on a du mal à déterminer vraiment quels sont les facteurs qui vont influencer notre consommation. On revient donc maintenant au 6.5 donc à la situation énergétique de référence. On a identifié tous nos facteurs, donc on va pouvoir finalement expliquer, avoir notre image de cette situation énergétique de référence. Donc ça, c'est une image de la performance de notre site à un instant T. Et cette performance est attendue en fonction de facteurs statiques, nos équipements de production, et les facteurs dynamiques. Ça nous permet l'ensemble de ce qu'on vient de voir permet d'établir cette situation de référence. Je pense quelques mots encore sur les facteurs dynamiques. On a parlé de sur la ligne de production, au nombre d'opérateurs sur la ligne, la référence produite. Ça, c'est effectivement un petit facteur. Je pense que tout le reste, on l'a déjà vu, on va pouvoir avancer. Donc là, au niveau on va rentrer maintenant dans la planification de la collecte des données énergétiques, puisque maintenant, l'objectif, on a établi notre cadre, périmètre, et on va rentrer dans la phase de surveillance. Donc on a déjà défini quelles sont les données pertinentes, et le plan de collecte des données, qui va comprendre finalement la consommation énergétique des UPS, les facteurs pertinents pour déterminer, pour qu'on évalue, il va falloir qu'on suive nos données de production, pratiquement des données météo. Alors là, il y a, soit vous avez des capteurs de température, soit vous pouvez aller sur des sites qui vous permettent de
n'a pas les capteurs dans toutes les usines, donc on va sur des sites qui nous permettent d'avoir les données météo localement. Et puis après, il va falloir donc mettre en œuvre donc, la maîtrise opérationnelle de l'usage énergétique significatif. Donc, s'assurer que sur une opération elle est bien faite correctement, que je sais mon four il est bien démarré une demi-heure avant que j'en ai besoin, et qu'il n'est pas démarré un peu 3 heures avant, un peu 2 heures avant, un peu une demi-heure avant. Ça, ça implique. Donc là, on voit bien qu'on sort du cadre uniquement de l'équipe énergie. Et donc, on va bien devoir décrire aussi donc, les facteurs statiques et sont de donner du plan d'action. Pour la mesure des données énergétiques, effectivement, il y a plusieurs questions à se poser. Donc, qu'est-ce qu'on va mesurer? Donc, on y répond à travers déjà nos UES, ou qui va s'en occuper, comment on le fait, et aussi quand même la question de la fréquence. Donc ça, on revient à notre, finalement, résumé à nos processus qui ont été décrits tout à l'heure. Hein. Là, on est vraiment dans on a défini donc notre situation dans notre revue énergétique, on a défini notre situation énergétique de référence, et donc, sur référencé ici, on a nos cibles, on a nos US, et on suit tout ça avec nos réunions énergétiques, nos contrôles d'indicateurs, on met en place nos compteurs, donc on est en mesure de suivre. On échange avec les équipes, c'est ce que je disais, sur le fait qu'on a la maîtrise aussi opérationnelle des procédés, sur n'est-ce pas mes portes de chambre froide ouvertes, je démarre les équipements au bon moment, je respecte les consignes de température, je respecte peut-être les procédures de nettoyage. Si on me dit que pour nettoyer tel équipement, je le remplis avec 25 litres d'eau, je ne mets pas 2 mètres cubes d'eau et que je fais bouillir pour le nettoyer, parce que ça, forcément, ça va avoir un impact sur ma consommation énergétique. Ou je les nettoie au Karcher plutôt que de le remplir, etc. Enfin, je respecte toute cette maîtrise opérationnelle, enfin, le nettoyage, par exemple, ça a un fort impact sur les consommations d'eau, mais aussi sur les consommations d'énergie. Ça va être important de bien maîtriser tout ça. Donc, ensuite, on a tout un tas de supports qui sont nécessaires dans le cadre de la mise en œuvre de ISO qui vont permettre de garantir les moyens, les compétences et l'organisation qui sont nécessaires. Alors maintenant, on a le qualificatif d'information documentée. Ça, c'est toute la documentation que l'on va avoir, pour éviter, bien sûr, d'avoir des relevés compteurs, par exemple. Il peut y avoir encore du relevé manuel, mais après, tout ça, ça va devoir être remonté vraiment dans une base énergie. Donc, idéalement, si vous avez après des petits capteurs qui permettent de suivre un direct de consommation, ça évitera beaucoup d'erreurs, et ce sera des ressources en termes d'investissement, mais ça économisera la ressource humaine. On a tout l'enjeu de la notion de compétences, hein. Alors, à différents niveaux, compétences en suivi d'énergie, et je dis encore une fois, compétences dans la bonne maîtrise des processus, hein, parce que finalement, des dérives, ça peut être des mauvaises pratiques en termes de production. En termes de sensibilisation, c'est bien faire comprendre à chacun son rôle dans la performance énergétique. Parce que j'ai respect des températures aussi. Le truc un peu bête, mais fait dans les bureaux, c'est de dire, voilà, la température, quand on climatise un bureau, la température réglementaire, c'est 26 degrés. C'est-à-dire cette température, quand on chauffe ces barrières-là, c'est 19 degrés en moyenne de jour. C'est-à-dire que 20 degrés en journée, c'est acceptable. On ne chauffe pas son bureau à 24 degrés. Ça fait partie, bien dire, effectivement. Même si c'est plus facile à comprendre, même si on dit que le pôle administratif, il sort des consommations, mais ça fait partie du sujet quand même. Et on le voit quand même aussi beaucoup en zone de production. Aussi, on a parfois de la climatisation un peu excessive, parce qu'effectivement, on a des opérateurs qui sont très actifs et qui eux, trouvent que c'est plutôt sympa de travailler de ces degrés. Par contre, ça se fait souvent détriment à la consommation d'énergie. Je cite beaucoup de froid, parce que par ailleurs, on a des process de cuisson
Ça fait partie effectivement de la sensibilisation, de se dire, bah, tiens, plutôt que de mettre en route cette pile, mets en route un tel extracteur qui va te permettre d'aspirer d'air chaud, du four, etc., pour gagner en confort, plutôt que de consommer beaucoup d'énergie avec l'utilisation. Donc, il y a une communication qui doit être faite, donc une communication à la fois en interne, où on va pouvoir communiquer sur les actions, les résultats, les consignes. Donc là, tout ce que je viens de dire, c'est les consignes qu'il va falloir mettre en œuvre pour documenter dans le cadre de notre système de management de l'énergie. Mais on va pouvoir aussi communiquer en externe auprès de nos parties. Donc, parties intéressées pertinentes, quelles sont les actions que l'on peut éventuellement faire une communication sur ça. Donc, je disais, information documentée, ça va être principalement les relevés d'informations, mais aussi finalement toutes les procédures, les consignes. Et on va prouver finalement qu'on a celui qui est disponible et qui est je reviens sur le volet ressources. Ressources, on a dit, c'est ressources, ça va être à la fois humaine, financière, technique pour le fonctionnement de notre système de management de l'énergie. Donc ensuite, on est dans la partie 8, donc c'est vraiment l'intégration de l'énergie au quotidien avec la planification opérationnelle, la maîtrise des opérations. Alors, si je parle de la planification opérationnelle, c'est bien la prise en compte des exigences énergétiques dans les procédures quotidiennes. La maîtrise des opérations, c'est surveiller les conditions normales dégradées, mais effectivement, même parfois, j'ai un aléa qui arrive. Comment je m'adapte? Effectivement, j'ai une panne sur une machine, je vais devoir faire appel à un équipement, c'est pas prévu. Aussi, je me documente. Je dis, ben oui, sur tel mois, effectivement, on a dégradé notre indicateur de performance gaz, mais ça, effectivement, sur notre four tunnel, on avait une rupture du tapis, donc on a pu passer sur nos anciens fours en mode secours. Donc c'est pour ça que sur ce mois-là, on a été. Parce que si ça, on ne documente pas, on se dit, bah, tiens, on n'a pas été bien, parce que c'est passé, on ne sait pas pourquoi. C'est ça un problème. La conception, donc effectivement, l'idée, c'est après d'intégrer l'efficacité énergétique à tous les niveaux. C'est-à-dire quand je modifie une installation, sur une installation, eh ben, je prends en compte l'efficacité énergétique dans les critères. Ça, c'est aussi tout à fait en lien avec les achats. Je veux changer de compresseur d'air, par exemple. Je veux une ligne de production. Je vérifie, est-ce que, ben voilà, ça ne veut pas dire que ça devient un critère numéro 1. En tout cas, ça doit faire partie des critères d'achat. Je demande à mon équipementier, ben tiens, si j'ai un moteur IE4, IE5, mais ça coûte en plus, et qu'est-ce que ça permet en termes d'économie? Je vais mettre en place une chaudière, je vais mettre en place la récupération de chaleur. Combien ça coûte? Quelle est l'économie que cela va me permettre de réaliser? Je veux mettre en place un compresseur d'air, variation de vitesse. Je l'intègre dans ma ligne achat. Je veux différentes options en termes de performance énergétique. Conception, c'est se dire, voilà, c'est dire comment je prépare mon équipement, quels sont finalement les défauts de mon équipement actuel et comment je peux faire en sorte de l'améliorer. Et puis, c'est aussi au niveau des prestataires, quand on est des intervenants. Alors, souvent, il y a certains, par exemple, typiquement les free waste, il y a peu d'entreprises qui assurent elles-mêmes la maintenance de leurs installations propres parce qu'il faut des certifications. C'est de plus en plus complexe en termes d'accréditation du personnel. Donc, comment je fais en sorte, parce que le prestataire, lui, peut se contenter de faire en sorte que ça marche. C'est OK, il fait en sorte que ça marche, mais en plus que ce soit performant. Moi, je vois avec lui que une fois, soit vraiment réglé de manière à optimiser les consommations d'énergie. Comment je peux
l'intégrer dans le cahier des charges et dans le contrat avec mon prestataire. Après, il y a des systèmes qui peuvent vous permettre, avec des contrats de performance énergétique, qui peuvent les prévoir vraiment de manière très intégrée dans le contrat. On voit encore assez peu, et sans aller jusqu'à ce niveau-là, c'est effectivement, je me pose la question, parce que des fois, j'ai mon frigo estivien, je me rends compte que ma consommation elle baisse, elle augmente, je ne sais pas pourquoi. Il a fait des modifications de paramétrage, mais il ne tient pas au courant. Là, je ne suis pas dans la maîtrise. Ça, c'est important de l'inclure à tous les niveaux. Je pense que là, j'ai bien fait le tour. Et après, donc, on va évaluer la performance. Donc là, on a suivi nos IPE pendant plusieurs années. Enfin, pardon. On a notre surveillance IPE, donc on a défini nos fréquences. Donc là, on est vraiment dans la partie 3 de la PDCA. Alors, on est dans on vérifie. On vérifie notre suivi, nos IPE. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui sont réglés? Ensuite, on analyse les écarts. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Est-ce qu'on a des écarts ou pas? Est-ce qu'on a peut-être des écarts qui sont aussi des écarts qui sont positifs, on va consommer moins? On n'a peut-être pas identifié, mais on se demande, tiens, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi à ce moment-là, j'ai consommé moins? Ah bah oui, parce qu'on a fait comme ci, comme ça, on n'a pas tout à fait la même procédure. Ok, mais on voit que ça marche, alors peut-être qu'on va pouvoir derrière en discuter pour de la revue de management, pour dire, bon, on a constaté qu'on avait une opportunité d'alimentation. Est-ce que finalement, on va l'implémenter dans nos procédures? On va mettre en œuvre un audit interne qui va permettre donc de vérifier la conformité et l'efficacité du système de management d'énergie. Et c'est qu'on est quelqu'un d'entreprise qui fait comme si c'était un auditeur externe et qui analyse les processus, qui interroge les gens de l'équipe énergie. Donc ça peut être quelqu'un, par exemple, l'équipe qualité, qui a des capacités à venir de interne et qui va interroger finalement le système de management de l'énergie. Et ensuite, on va aller sur la revue de management, qui est la synthèse annuelle des performances. Cette revue de management, finalement, c'est quand même la grande réunion annuelle qui implique la direction. Parmi les données d'entrée, donc on a tout suivi des plans d'action, des revues de management précédentes, où le premier plan d'action, c'est votre première rencontre de choix. On a en tête la politique énergie. On a donc la revue de la performance énergétique prévue. On a dit qu'on prévoit la consommation d'énergie. Mais est-ce que ce qu'on a prévu, c'est réalisé ou pas? Et puis ensuite, on va avoir l'évaluation de la conformité par rapport aux exigences légales. On a nos audits internes du système de management et du plan d'action. On va pouvoir faire des recommandations d'amélioration. Et qu'est-ce qu'on va en sortir en données de sortie? Donc c'est important, le management est là pour faire du constat et ensuite pour agir. Donc, on va dire, prendre des décisions d'action ou de modification. Qu'est-ce qu'on modifie en termes de plan d'action, en termes de pratique? On va déterminer notre nouvelle performance énergétique. On va éventuellement, pour pas faire évoluer la politique énergétique, on se rend compte que finalement, on n'a peut-être pas été très ambitieux, on a mis 2% d'économie, on a fait 3%, et on voit qu'on a un plan d'action qui est encore bien garni, il y a des choses, bon, aussi, allez, on met 3% d'économie pour l'an prochain. 5% de plus, ça paraît pas grand-chose, mais c'est 50% d'économie en plus. Donc ça peut être significatif. On va donc établir des nouvelles consommations de référence et des nouveaux indicateurs de performance énergétique au regard de l'année passée. Et du coup, on va définir des nouveaux objectifs, des nouvelles cibles de consommation. Et pour atteindre ces objectifs et des cibles, bien sûr, donc là, on a la direction, et la direction va affecter des moyens. Encore une fois, un rappel, la revue de direction, elle se fait annuellement, éventuellement en même temps qu'un comité de direction. Après, sur l'aspect
on a fait notre revue de management. Après, on va voir sur l'amélioration. Voilà, les non-conformités, les actions correctives. Et en fait, c'est la mise en œuvre de l'amélioration continue. Parce que la norme ISO 50001, c'est vraiment l'amélioration continue. Encore une fois, c'est ce que je disais en début, c'est pas la perfection, mais c'est l'engagement progressé. Et c'est vrai que c'est quand même plusieurs critères dans 501, mais c'est notamment d'améliorer sa performance énergétique. C'est aussi le principe de réduire sa consommation d'énergie. Vraiment, c'est deux objectifs-là qui doivent être continués. Et donc, pour ça, on va notamment regarder quels sont les écarts qu'on a eus, on révise, et c'est une dynamique de progrès. Il ne faut pas l'avoir comme une simple norme. Et après, donc, on peut passer son audit de certification, qui va être la reconnaissance officielle de notre système de management de l'énergie, de notre démarche énergétique. Donc, si on a tout fait bien, si on a tout bien documenté, on passe notre audit de certification. Et après, donc, l'audit de la certification, c'est un cycle de 3 ans. Donc, de mémoire, je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'on a un petit peu d'audit chaque année, au moins un contrôle de l'auditeur une fois par an. Petit schéma de synthèse peut-être sur cette ISO 50001. Donc, un petit rappel de ce qu'on a vu. Donc, on commence par l'état des lieux, la revue énergétique, qui correspond notamment à un audit énergétique, mais aussi à un audit organisationnel. On va définir un plan de mesurage, et après, voilà, on va définir toutes nos consommations de référence, ainsi que notre plan d'action. Là, donc, après, toute la déclinaison, donc, opérationnelle, avec la sensibilisation à l'information du personnel, la formalisation du système avec nos informations documentées, nos procédures, notre communication de données, etc. Puis après, il y a tout le volet vérification, avant de passer sur la revue de direction ou revue de management. Ne pas confondre avec le terme de revue énergétique, revue de direction, pas du tout la même signification. Les facteurs clés de réussite de démarche sous 50 001, donc ça va être effectivement d'abord le facteur humain. C'est vrai que, encore une fois, c'est une invitation de tous, mais en particulier la direction, mais il faut que la direction doit assurer la dynamique pour l'ensemble des services. Ça se fait une démarche qui est managériale et participative. Ça demande du temps, il faut prévoir ce temps. Ça ne se fait pas tout seul. Même si, on l'a vu, il faut le faire de manière intelligente et le plus possible d'adosser à vos autres systèmes de certification qui sont déjà en place, parce qu'on est sur une structure commune. Il faut mixer les compétences au sein de l'équipe d'énergie. Il ne faut pas avoir que des énergéticiens. C'est bien d'avoir des gens qui connaissent aussi le produit, les process, les métiers. C'est comme ça qu'on sera plus efficace. Et il y a, dans le facteur humain, il y a aussi vraiment l'aspect communication, sensibilisation pour expliquer à tout le monde qu'est-ce qu'on va gagner tous, l'entreprise, mais les salariés, éventuellement toutes les autres parties intéressées, gagner sur cette démarche. Ensuite, on a les facteurs méthodiques, effectivement, les exotiques des usages, les facteurs influents, quels sont les objectifs à définir et quels sont les indicateurs exploités à communiquer. Ça, on est sur la bonne mise en œuvre de la méthode. On a les facteurs, bien sûr, techniques. On a parlé, il y a quand même un minimum de comptage si on veut décliner ça efficacement à mettre en œuvre. Pas besoin d'avoir 150 compteurs dans une ville, mais d'avoir quelques compteurs qui sont bien placés, qui vont nous permettre à minimum de surveiller nos usages énergétiques significatifs. Et l'énergie, donc les leviers d'action, les équipements qui sont les utilités. Les facteurs d'autosurveillance, ça rejoint un petit peu la méthode, c'est comment est-ce qu'on met en cause pour enregistrer l'analyse des éléments. Voilà, j'en ai fini sur cette présentation. Je vais arrêter le partage s'il y a un temps, si vous avez quelques questions.
N'hésitez pas, c'est le moment de poser dans le chat. J'espère que ce n'est pas trop lourd, c'est assez, c'est une norme, un système de management réseau, c'est très, très cadré, c'est procédure. C'est vrai que c'est peut-être un petit peu lourd comme ça, pas très digeste quand on regarde de premier abord. Et après, ça permet vraiment de formaliser sa démarche de management de l'énergie et d'aller au-delà de l'audit, de pérenniser finalement tout ce qu'on a pu observer au cours d'un audit pour s'assurer qu'on va le maîtriser dans le temps. On va pouvoir lancer, il va y avoir un petit questionnaire qui va être lancé pour recueillir votre avis et mieux vous connaître. Et à la suite de ce questionnaire, donc, on vous enverra le support. Donc, je ne sais pas si Solène, tu es bien en ligne, si tu peux envoyer le questionnaire, s'il te plaît. Voilà. Questionnaire voilà, qui apparaît à l'écran. Donc, on vous laisse le renseigner. On vous remercie encore pour votre participation et peut-être un petit mot sur. Je vais juste voir si j'ai dire les prochains. Je vais revenir en le planning de la fin de semaine. Si vous avez quelques créneaux disponibles. Je ne vais pas là, je vais chercher dans une autre présentation qu'on peut mettre à l'écran. Cet après-midi, en principe, on parlera de l'achat responsable. J'ai une bêtise en plus. Je vais cacher l'écran. Alors, le planning qui s'affiche, donc cet après-midi, c'est pas achat responsable, je suis fatigué, c'est communication responsable, donc on va recommencer pour avancer. Et demain, on abordera la question des financements privés liés à l'efficacité énergétique, et en particulier ces deux trucs. Voilà, merci à tous pour votre participation. Ah, je vois qu'il y a une question en chat, peut-être. Cette question là. Pardon. Un petit peu de latence sur l'affichage. Alors, la question, c'est des ordres de grandeur de diminution des consommations à l'échelle d'une organisation après la mise en place des ISO. Très sincèrement, je n'ai pas de réponse à vous apporter là-dessus. Nous, on est relativement nouveau sur les ISO 50001 parce que moi, je viens de me former pour accompagner donc, des entreprises dans le cadre du projet, puisque on a deux entreprises qui vont être accompagnées sur la mise en œuvre d'un ISO 50001 dans le cadre du projet Alinia. J'ai envie de dire, l'ISO, c'est vraiment plus maîtrise. Donc, je ne pourrais pas vous donner vraiment des ordres de grandeur de diminution de consommation. Je pense que ça va aussi dépendre du potentiel qui va être identifié, des moyens qui vont être mis en œuvre. Donc, c'est difficile de répondre à cette question. L'objectif, c'est en tout cas d'inscrire dans le temps. Et je pense que ça dépend vraiment voilà, du potentiel qui sera identifié parce que on voit quand même, ce que je peux vous dire à ce niveau-là, c'est que dans les 20 entreprises qu'on a auditées, il y en a quelques-unes où on sentait qu'il y avait un sujet, par exemple sur tout à l'heure, il y avait des sujets importants avec un potentiel d'économie d'énergie important, mais aussi parfois des investissements importants. Et dans d'autres cas, il pouvait y avoir des sujets de consommation d'énergie qui étaient importants, mais plus liés à des pratiques, à des mauvaises pratiques. Après, encore une fois, c'est toujours du facteur humain. Voilà, quand on a des questions de sujets de température dans les ateliers, ça demande beaucoup de
de tact pour les aborder, parce que voilà, c'est de dire, enfin, peut-être un peu remonter de température, vous allez avoir un peu plus chaud parce que on a une consommation qui est excessive et finalement on ne répond même pas à la question. La réglementation en termes de climatisation, c'est pas si évident que ça à aborder, mais à zéro investissement, c'est plutôt on va travailler sur l'humain. Mais il peut y avoir des potentiels importants d'amélioration. Voilà. Merci à tous pour votre attention. On vous laisse répondre au questionnaire. Et on vous dit donc peut-être à cet après-midi, 14 h, pour la communication responsable et demain à 10 h sur le financement public. Merci, bon après-midi, bonne fin de matinée, bon appétit.